Attention, vous écoutez un programme audioactif. Oh, touching! Jack Miller nudging him wide as well. And the start. Oh, contact! Miller and Mir, side to side. They bash into each other. The checkered flag is out. It's Zarco versus Martin for second, but the race winner tonight. No questions about it. Salut tout le monde, super heureux de vous retrouver pour un nouvel épisode de C'est qui en pôle. Aujourd'hui, on se retrouve pour le numéro 196 et on va plonger ensemble dans le 13e Grand Prix de la saison avec la fin de la trêve estivale pour le retour sur le GP d'Autriche, sur le circuit du Red Bull Ring. Pour cet épisode, je suis très heureux de retrouver Thibaut. Salut Thibaut. Salut Pierre. Comment ça va ? Eh ben écoute, ça va bien, encore un bon week-end de GP. Encore un bon week-end de GP. Contente que la trêve estivale s'arrête ou c'était trop court ? Oh écoute, pour moi ça m'a pas dérangé, hein. On a vu aussi du Superbike, on a un peu tout vu, puis c'est bien un peu de repos aussi pour nous. C'est ça. Juste à signaler pour la postérité que Gweno nous a fait faux bon ce soir, donc on va enregistrer l'épisode à deux. Et on commence tout de suite avec les grosse news qu'il y a eu durant tout ce long des 3 semaines de break estival. Donc, on a Aaron Canet qui va signer chez Marc VDS pour plusieurs saisons à partir de l'année prochaine. Donc, la rumeur dit que c'est probablement donc, l'année prochaine en Moto 2 et ensuite sur une Ducati en World SBK. Voilà l'idée globale, mais en tout cas un partenariat longue durée. Ouais, c'est plutôt logique, on va dire. On parlait de lui sur la BMW, mais une Ducati en Superbike dans 2 ans, pourquoi pas. Ça peut être aussi un bon move pour lui, sachant qu'il a déjà 26 ans. Donc ouais, non, c'est plutôt bien joué, je pense, pour l'équipe Marc VDS aussi, ouais. qui veut continuer aussi à s'implanter en Superbike. Ouais, moi ça me plaît bien. Canet, c'est quand même un pilote. C'est pas une superstar, mais c'est pas un pilote anodin. Et je pense que pour un team comme Marc VDS en Moto 2 ou en Superbike, c'est une tête d'affiche assez importante. Donc c'est bien. Pour remplacer Canet justement chez Fantic, le choix se porterait alors sur Tony Arbolino ou Philippe Salac. Alors là, j'ai pas d'avis, c'est 2 pilotes où j'ai juste aucun d'affect. Donc pareil. Et puis Arbolino, c'est vrai que depuis 2 ans, enfin depuis l'arrivée des Pirelli, il a énormément de mal. Salac, il est correct, de temps en temps il fait de bonnes perfs, mais souvent il est quand même un peu anonyme. Donc quand même pour Fantic, ça serait plutôt un petit recul, on va dire. Perdre Canet pour avoir un pilote moyen et assez irrégulier, ouais, pour eux c'est quand même pas top. Je suis d'accord avec toi. On a également une rumeur qui nous vient de Turquie sur laquelle Denis Sonchou pourrait signer avec Marc VDS. Et on sait que chez Ayo, pourquoi ils se séparaient de Honchou, c'est parce que ils vont faire monter José Antonio Reda l'année prochaine, ce qui est logique au vu de sa saison et de son expérience en Moto 3. Et Colin Verrer, lui, a un contrat pour 2026, donc jeu des chaises musicales. Oui, voilà, là, c'est un peu pareil, quoi. C'est Honchou chez Marc VDS, c'est vrai que ça va quand même faire une bonne équipe, Honchou Canet. Ouais, non, c'est pas mal. Et puis, ouais, alors c'est pas officiel encore parce que Honchou est blessé. Il était blessé là pour ce Grand Prix, mais en tout cas, Canal+ l'a annoncé aussi, enfin, tout le monde l'annonce. En fait, il manquait seulement Honchou pour faire la photo avec Marc VDS pour la poster, mais je pense que tout est signé en fait. Ouais. Non, je suis d'accord avec toi, vu la proportion qu'a pris la rumeur, ça devrait se conclure. Et donc Marcos Ramirez, lui, va rester avec l'équipe American Racing en coéquipier de Joe Roberts, donc bon. Ouais, pas grand chose à dire. La continuité. En MotoGP, on a la rumeur qui est sortie là, tout fraîche, que Luca Marini aurait prolongé d'1 an au HRC. Bon, pas trop d'avis. Il devait faire les victoires de Suzuka, il les a pas fait. Ouais, logique. Ouais, logique pour toi ? Ouais, pour moi, logique. Honda, de toute façon, ils veulent... c'est quand même difficile pour eux depuis 2 ans. Pour moi, ça sert à rien de vouloir changer des pilotes. Là, t'as 3 pilotes assez expérimentés. Qui ont quand même un bon niveau, qui ont l'expérience du MotoGP, ça sert à rien de changer, parce qu'au pire tu mets qui à sa place.
Bon, enfin, tu pourrais mettre un Zarco dans l'équipe officielle, mais derrière, voilà, ils ont 3 bons pilotes, autant les garder et autant essayer de continuer à progresser, notamment après pour 2027. Où là, on risquerait peut-être d'avoir des changements en 2027. Quand tu dis 3 bons, tu parles donc Zarco, Marini et Chantra, on est d'accord? C'est ça, bien entendu. Allez. Diogo Moreira, lui, annoncé en MotoGP également. Alors, soit chez Honda, probablement à la place de Chantra, du coup, ou soit chez Yamaha, en remplacement de Miller, Oliveira ou Rins. On sait pas trop parce qu'il y a beaucoup de rumeurs chez Yamaha. Les trois peuvent sauter. Les 3 peuvent sauter, exactement. Et donc, si c'est Moreira qui a toutes les cartes en main pour choisir son avenir chez Yamaha ou chez Honda. Et donc, si Moreira va chez Yamaha, alors Gonzalez, lui, irait chez Honda LCR. Donc en gros, Gonzalez n'est pas maître de son destin. Il est second choix des teams. Ouais, après, pour moi, Moreira, ce serait quand même une bonne... c'est un bon pari, on va dire. Est-ce que ça va réussir? On sait pas. Mais en tout cas, pour moi, c'est un bon pari parce qu'il progresse comme depuis la saison dernière. Il est encore jeune. Donc autant, voilà, si t'es un pilote à prendre, qui vient du Moto2 à tester, et ben Moreira, ouais, il est tout en haut de la liste. Et Gonzalez, c'est un peu pareil aussi. C'est aussi un choix. Enfin, si tu peux le prendre, pourquoi pas. Ouais. Les deux ont un parcours très différent. J'aime bien les deux parcours et ce qu'ils représentent, parce que Manu Gonzalez, si je me trompe pas, on l'a suivi en World SSP 300 il y a quelques années. Il était champion, je crois. Ouais. C'était ouf. Et il pourrait arriver en MotoGP, donc parcours incroyable. Diogo Moreira, c'est autre chose. Hein, avec sa nationalité, c'est un autre parcours, quoi. Mais intéressant aussi. Et moi, je te trouve dur sur le pari. Je trouve qu'il va forcément faire quelque chose. Ce sera pas un pari comme Chantra, par exemple, tu vois. Non, il sera plus proche d'un Agüero. Voilà, mais après, d'un côté, Moreira, c'est sa 2e saison en Moto2 et il joue le titre. Donc, ce qui montre bien quand même qu'il est pas mauvais. Enfin, il est pas là non plus par hasard. Tout à fait. Mais non, ça sera pas un Chantra. Par contre, est-ce qu'il jouera les podiums rapidement, ou en tout cas le meilleur pilote Honda ou Yamaha? Là, ça risque d'être un peu plus difficile. Peut-être un peu plus comme un Ogura chez Aprilia, comme on voit Ogura chez Aprilia. Des bonnes perfs et des fois un peu moins bien. Je pense qu'un Moreira, il pourrait se battre contre le 3e moins bon pilote de la marque pour cette place-là. Ah oui. Quoi. Voilà. Ah oui, sans problème. Et l'avenir nous le dira si on s'est trompé. On passe sur les news diverses. Il y avait quand même pas mal d'infos. Donc on revient sur la victoire du team HRC avec Johan Zarco et Takumi Takahashi aux 8 heures de Suzuka début août. On a également Jack Miller qui fait 2e avec la Yamaha officielle sur ces 8 heures. 2e participation, 2e victoire de notre Frenchie. Donc c'était super ça. Ouais, surtout qu'en plus ils ont fait la course à 2, contrairement aux autres équipes qui étaient 3 pilotes. Donc c'est vrai, 2 participations, 2 victoires. Takahashi 6e victoire. C'est le recordman donc sur les 8 heures de Suzuka maintenant sur l'épreuve. Donc non, puis pour Honda c'est vrai que c'est quand même bien parce que ils ont de la difficulté en MotoGP et là au moins ils brillent en endurance. Ouais, comme tu le dis, donc ils ont fait l'épreuve à 2 parce que je crois que Vierret qui était le remplaçant de je sais plus qui était le remplaçant de Lecuona qui était le remplaçant de Marini. Voilà. Et du coup vu que c'était le remplaçant de dernière minute, il a pas eu les bons papiers, le bon visage je crois pour faire les 8 heures, bref. Ouais. Mais Johan en plus de gagner donc sur une discipline qui est pas forcément dans son ADN, on va dire, c'est un pilote de vitesse, je crois qu'il fait la pole et il explose le meilleur tour. Enfin vraiment c'est un week-end complet qu'il a fait et sans chute parce que souvent les pilotes de vitesse tombent pas mal, donc bravo à lui, belle performance et encore une coupe à rajouter au palmarès, une coupe que n'a pas Aleix Espargaro par exemple. Non. Allez, on passe à la news suivante. Donc, pour rappel, on avait eu un test, une sorte d'exhibition en Catalogne accolée à l'épreuve MotoGP en 2024. C'était l'épreuve de bagger. Et donc, ils ont finalement annoncé qu'il y aurait une Coupe du Monde de bagger Harley-Davidson qui arrive en 2026 sur 6 épreuves qui seront Austin, Mugello, Assen, Silverstone, Aragon et Autriche.
Donc ce sera une coupe monomarque, un peu comme dans le style Moto E, je suppose. Pas plus d'infos sur le modèle exact, les teams engagés, les pilotes, mais ça viendra dans le courant de l'année. Est-ce que tu regarderas cette compétition, toi, Thibaut ? Si je tombe par hasard dessus, oui. Sinon, non. Un peu comme le Moto E. C'est un peu la même chose. Je pense que pas grand monde ne va regarder. Déjà, quel pilote on va avoir? Donc, on peut déjà penser à un Bradley Smith qui fait déjà cette compétition aux États-Unis actuellement sur Harley-Davidson. Maintenant, bon, c'est dommage, une monomarque. Ce qui est bien aux États-Unis, c'est d'au moins avoir deux marques différentes. Maintenant, bon, ouais, je pense que on va un peu en entendre parler, on aura 2-3 images, et puis c'est tout. Après, je te trouve dur à dire personne va regarder parce que l'argument principal des gens qui regardent pas le Moto E, c'est ça fait pas de bruit, c'est pas intéressant. Et là, clairement, les baggeurs, ils sont bruyants. Ça va faire du bruit, là. Ils sont plutôt bruyants, ça ouais, coule mais de bon. partout, ça grince, tellement les machines sont lourdes. Voilà, quoi. Après, est-ce que tu peux vraiment bien te dépasser avec ces motos? Bon, les motos sont quand même puissantes et lourdes. C'est vrai qu'à la scène, ça reste compliqué maintenant que tu dis ça. Ouais, ça risque d'être un peu compliqué quand même. Et puis après, ouais, là, on voit aux États-Unis, t'as 10 pilotes au départ. Bon, ouais, c'est quand même pas non plus, ça dure 6 tours, un peu comme le Moto E. On risque d'avoir, en fait, un peu comme le Moto E, des premières saisons, très moyennes. Alors que le Moto E, maintenant, quand même, c'est vrai qu'on a des fois on a comme régulièrement des bonnes courses. C'est vrai, et on en parlera juste après. Donc c'est vrai que, un peu comme toi, je te rejoins un peu sceptique sur le lancement de cette catégorie. Je pense que ça plaît à une certaine population. Il essaie de se rapprocher d'un public nord-américain, notamment. On verra si ça prend. Je suis plus sceptique sur le public asiatique ou le public européen. Grosse news qui est tombée dans l'après-midi. Alors c'est à prendre avec des pincettes parce que rien n'est officiel, mais on a Red Bull qui pourrait se désengager de son partenariat historique avec KTM pour toutes les disciplines sportives. On parle ici des disciplines rallye, cross et courses de vitesse comme Moto3, MotoGP, Moto2, etc. On parle d'un contrat qui s'arrête estimé entre 12 et 15 millions par an à la fin de cette année et qui ne serait pas reconduit. Red Bull envisagerait de se rapprocher ensuite du HRC pour l'année prochaine. C'est assez catastrophique pour la marque autrichienne, Thibaut. Ah bah là, ouais, je pense que là, vraiment, si ça arrive, c'est peut-être la fin de KTM. Parce qu'aujourd'hui, KTM, depuis des années, survit, on va dire, grâce à Red Bull. Enfin, les deux vont ensemble. Souvent, ils ont les pilotes, parce que Red Bull paye aussi. Et là, on parle du MotoGP, mais vraiment dans toutes les catégories. Enfin, tout ce qui est rallye raid, motocross, c'est ça. En fait, là, c'est KTM Red Bull, c'est quoi? Ça fait 15-20 ans maintenant. Ouais, parce que souvent, les équipes sont sponsors Red Bull. Et en plus de ça, les pilotes ont aussi un sponsor personnel Red Bull. Donc, il y a deux apports d'argent, quoi. Ouais, tu regardes aujourd'hui sur des équipes un peu comme Tech 3, par exemple. C'est KTM et Red Bull derrière qui payent les pilotes. Donc c'est pour ça. Après, Red Bull quand même est très important aujourd'hui pour KTM. Et sachant que KTM en plus est quand même en difficulté financière, en grosse difficulté financière, donc c'est quand même pas bon signe pour eux. Oui, c'est vrai que vu que KTM effectivement se posait la question de est-ce qu'ils vont continuer à financer toute la division sport, méca, vu le prix que ça coûte et se recentrer uniquement sur la production de motos, s'il y a un gros sponsor comme ça qui se désengage, ça peut effectivement mettre fin à ces projets. À suivre de près. C'est pas ce qu'on souhaite. Maintenant, Red Bull au HRC, ça peut être aussi intéressant en termes d'image et de moyens mis sur la table pour faire revenir Honda sur le devant de la scène. On est d'accord. Et dernière news, donc le jeune espagnol Pau Alsina a perdu la vie fin juillet lors d'un accident sur le circuit d'Aragon, malheureusement. Donc c'est un pilote du Junior GP Moto3 dans l'équipe Monlo. Il s'entraînait souvent, notamment avec les pilotes de GP. Plusieurs pilotes lui ont rendu hommage tout au long de ce week-end de course. On a vu beaucoup son drapeau, ses couleurs et son numéro sur les célébrations de fin de course, notamment. Ouais, c'est vraiment... Des fois, c'est la loi des séries, avec Borja Gomez il y a un mois en arrière. Là, 3 semaines après, un autre jeune pilote espagnol.
17 ans, enfin bon après voilà quoi, pas comme tout le temps dans ces cas-là quoi, pas grand-chose à dire. Mais c'est alors que c'est bien triste. Ouais, c'est effectivement. Et ben du coup c'est bon, on part pour le week-end de course. On commence avec la Moto E. Donc là, en course 1, on a Ferrari qui gagne devant Garzo et Granado. Granado qui faisait un gros retour après vraiment un début de saison marqué par énormément de blessures. Et, sur le parc fermé, dans le parc fermé, il était assez ému de revenir à ce niveau-là. En course 2, donc on a le doublé de Ferrari qui gagne la course devant Casadei et Garzo. On peut noter la très belle 4e place du Hongrois Tibor Varga, pilote de 18 ans, qui a fini 6e en course 1. On a 10 pilotes qui se tiennent en 2 secondes 6, assez serré, une belle où tout se joue, encore une fois, dans le dernier tour. Je crois, Thibaut, qu'on peut recommander à tout le monde de regarder cette course 2 Moto E. Bah c'est ça, en fait, 10 pilotes en 2 secondes 6, on a l'impression de voir du Moto 3. C'est bon, quand même, c'est vrai que là on a eu une belle course, et puis oui, comme tu le dis, là, le Hongrois Tibor Varga, on en rigolait en début de saison quand on avait présenté un peu la catégorie, on le connaît pas du tout, on sait pas trop d'où il sort, il a 18 ans, mais en fait ça lui permet de briller, et peut-être par la suite de trouver après un guidon en Moto 2. Faut pas oublier qu'il y a un Fermin Aldeguer, il a commencé dans cette catégorie. Tu as aussi Alex Eskrig qui est aujourd'hui en Moto 2, bon chez Forward qui a un peu plus de mal là, mais qui aussi était à 17 ans, il était dans cette catégorie, donc ça peut en fait permettre à des pilotes de se faire un peu connaître, même si la catégorie, c'est sûr que c'est pas celle que tout le monde regarde, c'est pas celle dont on parle le plus, mais bon, ça permet de mettre un pied dans les paddocks. Totalement d'accord. Les grands perdants dans le week-end, donc c'était le podium actuel, donc Mantovani, Zaccone, Baldassari, qui engrangent finalement assez peu de points, alors qu'ils sont en tête du championnat. Donc Mantovani toujours leader à 89 points, Alexandro Zaccone 76 points deuxième, Lorenzo Baldassari 69 points troisième. Je pense qu'on a fait le tour de la catégorie. On peut passer directement au Moto 3. Donc, le grand retour de la flopée de blessés qu'on a eu avant la trêve estivale. Donc, Cormac Buchanan, Richie Moodley, Vicente Perez et Joël Kelso sont déclarés aptes. On a Casey O'Gorman, que ceux qui ont vu la série Born Racer doivent se rappeler, qui va remplacer Luca Lunetta. C'est le premier Grand Prix pour l'Irlandais, actuellement 3e en Junior GP dans l'équipe Estralia Galicia. Et enfin, on a Tatchakan Basri, out pour le Grand Prix, remplacé par l'Indonésien Arbi Aditama, qui serait un pilote en Asia Road Racing, je ne le connais pas du tout. En qualif, on a Carraro, Rolston, Uriarte et Buchanan qui s'en sortent. En Q2, on a Perron qui fait sa première pole ever. C'était bien pour le team Tech 3. Piquet Rassi Manaka qui complète la première ligne. Foggia Quiles Fernandez en deuxième ligne. Rueda, lui, partira seulement 8e. En course, celui qui gagne, c'est Piquet Rassi, vraiment sur le drapeau à damier, devant Yamanaka et David Munoz pour la 3e position. Quiles finit 4, Rueda 5, Furasato 6, Perron 7e, Adrien Fernandez 8e et Pini 9e. À noter l'abandon de Perez et de Cormac Buchanan qui ne finit pas le premier tour. Au classement du général, Rueda toujours en tête, 239 points, 71 points d'avance devant Piqueras à qui cette victoire fait du bien, 168 points. David Munoz 3e au championnat, 139 points, à égalité avec Maximo Quiles, à égalité avec Alvaro Carpe. Tous les trois, donc 139 points. Joël Kelso 6e, Yamanaka 7e, Furosato 8e et Adrian Fernandez 9e à noter. Donc l'Argentin Tech 3, Perron est 12e et je le vois pas. Tac. Ah si, Jacob Rolston Tech 3 aussi, 18e actuellement. Ouais, un peu de mal quand même pour Rolston là. Par quoi on peut commencer, Thibaut, peut-être la 3e victoire cette saison pour Piqueras.
Piqueras, 3e victoire. En fait, Piqueras, on a souvent dit qu'il avait du mal à bien se placer dans les derniers tours depuis quelques GP. Mais en fait, il est tout le temps à peu près vers la 5e, 6e place. Et là, il a gagné. Il s'est retrouvé. Bon, on a eu une course quand même, on avait 4 pilotes avec Kiles, Yamanaka et j'ai oublié le dernier, je ne sais plus qui se battait devant. Et c'était qui était, bon, je sais plus. Bref, tant pis. Et en fait, 3-4 tours de la fin, c'est vrai qu'on a un Fernandez qui est bien revenu. Ah bah oui, Perron, voilà, Perron bien sûr. Et oui, à 3-4 tours de la fin, on a Fernandez qui est revenu derrière avec Munoz notamment, avec aussi un peu Rueda, tout ça. Et c'est vrai que Piqueras arrive à s'en sortir et gagne. Donc pour lui, c'est quand même bien, parce que ça lui permet de reprendre, on va dire, enfin de continuer à être 2e et de reprendre quand même quelques points, de reprendre 14 points à Rueda, même si, comme tu le dis, Rueda, il a quand même 71 points d'avance sur Piqueras. Ouais, il a quasiment 3 grands prix d'avance. 3 grands prix d'avance, et c'est vrai qu'on voit pas Rueda on voit pas d'autres pilotes réussir à battre Rueda d'ici la fin de saison, parce qu'il est toujours placé. Même un grand prix comme celui-là, il était pas très bien, mais il termine 5e. On peut aussi noter 5 podiums sur les 6 dernières courses pour Munoz. Ouais, Munoz, finalement, quand il termine une course, il est quand même pas mauvais. Même si là, il revient sur le dernier tour, enfin à 2 tours de la fin, il met quand même Kiles et Furusato dehors, enfin plus ou moins dehors, donc du Munoz quoi, c'est comme on a l'habitude de le connaître, mais cette année quand même, dès qu'il termine une course, il est dans le top 5. Alors bon, il en a fini 5 par terre sur 8, mais au final il est 3e du championnat. Et après on voit quand même depuis 5 courses, c'est 2 victoires, c'est 3 podiums. Donc non, il est bien quand même, Munoz. On dirait quand même qu'il a passé un cap depuis sa première victoire en Aragon. Ouais, assez d'accord avec toi pour Munoz. Je crois qu'il s'est quand même pris un avertissement sur l'un des premiers tours de la FP1 parce qu'il avait encore poussé quelqu'un. Mais à part ça, oui, c'était effectivement, il se met dans le bon sens pour les victoires. Le reste, tu l'as dit, Rueda était moins en vue ce week-end. Je crois que pendant longtemps, il était tout juste dans le top 10. Et à la fin, quand même, avec les bousculades la course de champion, donc il est pas très bien. Il s'en sort bien. Même tout le week-end, il était pas non plus à jouer devant tout le week-end. Mais je dis course de champion parce que il termine 5e. Il termine devant d'autres pilotes. Enfin, il est en bagarre et tout, mais il perd rien. En fait, il est dans le dernier tour. Il arrive à passer. Là, quand t'as 2-3 pilotes qui font des écarts, lui, il fait pas d'erreur. Et au final, il termine 5e. Il prend quand même 11 points pour le championnat. Donc c'est un moindre mal. Exactement. Autre chose que tu voulais aborder, encore une course dans la globalité qui était plutôt belle à voir. Ouais, la course était encore assez sympa, et contrairement à d'habitude où c'est vrai que souvent on a quand même un gros groupe de 10-15 pilotes, là on a rapidement eu 4 pilotes devant, avec Perron et Kiles qui ont mené quand même quasiment toute la course. Et bon, malheureusement sur la fin là les autres sont revenus, et puis Perron et Kiles terminent assez loin en quelque sorte, parce que Kiles termine 4e, Perron est 7e, mais c'est dommage pour eux parce que toute la course ils ont été sur le podium. Ils ont sur la course, je sais pas combien de tours elle faisait, mais les 2 derniers tours ils ont pas été sur le podium, et malheureusement c'est les 2 derniers qui comptent. Assez d'accord avec toi, et c'est comme ça, à force de perdre du temps devant, à se redoubler, ils se sont fait rattraper par la patrouille. Et puis on peut passer du coup au Moto 2. Au Moto 2, donc on a Diogo Moreira qui a été déclaré apte. On l'a évoqué tout à l'heure, mais sans dire pourquoi, l'absence de Denis Sonchou qui a été blessé à l'entraînement le lundi avant la reprise, remplacé chez Ajo par Dani Munoz. Mario Agi, lui, toujours blessé, est remplacé par Atirat Fuvapat qui continue à jouer ce rôle de joker médical. Mattia Pasini, 40 ans depuis mercredi dernier. Wildcard, oui, effectivement, je ne l'avais pas vu en amont du week-end, mais je l'ai vu sur le timer, et ça faisait bizarre de voir encore. Effectivement, il a pas été bien bon, par contre, ce week-end. Non. Autant à Brno, il était pas trop mal, autant là, bon, non, c'était plus difficile. Ouais, exactement.
Et enfin, on a l'Espagnol Unai Ordre qui est le nouveau titulaire chez QG Motor MSI à la place de Sergio Garcia et Eric Fernandez. Ouais. Les séparations se suivent dans ce team. En qualif, Alonso, Sasaki, Munoz et Wehrer passent en Q2. Du coup, Dixon et Roberts, eux, ne passent pas. En Q2, donc c'est Gonzalez pour la pole, accompagné de Holgado et Moreira sur la première ligne. Vietti, Alonso complètent ce top 5. Canet seulement 8e, Baltus 11e. Pas un très bon week-end de Canet. Non. Voilà. Non, il a tout le temps été un peu assez loin, on va dire, dans le top 10, mais pas dans le top 5, quoi. Donc non, c'était pas un top week-end pour lui. Totalement d'accord avec toi. Donc Moreira arrache la victoire, une belle victoire avec plus de 2 secondes d'avance sur Daniel Holgado. On a Celestino Vietti qui les accompagne sur le podium. P4 Arenas, P5 Arbolino. On a qui de notable, donc Canet qui finit 10e, Marcos Ramirez 12e, puis Baltus, puis voilà. Baltus 7e. Ouais, pardon, Baltus 7e. À noter les chutes en course de Manuel Gonzalez et de David Alonso, donc des pilotes qu'on suit, notamment Manuel Gonzalez, c'est pour le titre. Résultat bon pour lui. Ouais, alors c'est pas une chute pour Gonzalez, c'est un problème, on va dire mécanique. Il semblerait, c'était un radiateur percé, et ça peut venir de la chute au tout début dans le premier tour, dans le deuxième virage du premier tour, de Senna Ajus, qui est son coéquipier, qui avait laissé pas mal de gravier, de cailloux sur la piste. Et d'après, certains médias disent que ça pourrait venir de là. Donc c'est quand même, on va pas dire comique parce que bon, c'est pas marrant pour lui, mais bon, c'est son coéquipier qui pourrait l'avoir fait abandonner. Et c'est vrai que quand même Gonzalez perd gros sur cette course, parce que quand il a eu ce problème, il était 4e ou 5e. Et ouais, il doit perdre une dizaine de points pour le championnat. Et là, avec la victoire de Moreira, c'est pour Gonzalez, c'est une mauvaise opération. Tout à fait d'accord. Après, c'est la malchance, des fois ça arrive. Après, il faut pas que ça arrive trop souvent. Il était très en colère. Ouais, c'est son troisième résultat blanc de la saison à Gonzalez. Ouais. Il avait déjà chuté en Angleterre et il avait pris 0 points aux États-Unis sous la pluie. Donc là, ouais, il a grillé un nouveau joker, même si ce n'est pas de sa faute. Mais maintenant, il a plus trop le droit. Voilà, on sait que trois résultats blancs, tu peux en avoir 4. Après, ça commence à être difficile si tu veux vraiment remporter le titre. Ouais, dans son malheur, donc Aaron Canet, on l'a dit, finit 10e et ne prend que 6 points. Il revient quand même à 19 points d'écart au championnat, mais voilà quoi, c'est tout ce qui. Maintenant, moi, celui qui depuis quelques courses où je me dis, il peut être le favori pour le titre, c'est Moreira. Hein. Ouais. Moreira, alors il a eu 2 résultats blancs là en Allemagne et à Brno, mais sinon c'est quasiment toujours podium depuis. C'est top 4 depuis sur les 6-7 dernières courses qu'il a terminé. En fait, si on regarde ses résultats, il fait toujours top 5 ou par terre. Au résultat blanc. Ouais. ouais, donc. C'est très très solide. Après, est-ce que je dis pas que c'est un rookie parce que ça l'est pas, mais est-ce que son inexpérience va pas finir par lui jouer d'autres tours d'ici la fin de saison? Tu vois, tu parlais de 4 résultats blancs, ça fait beaucoup. Il en est déjà à 4. On est à la 13e course, il en reste 9. Est-ce que il va toujours finir dans les points sur la prochaine course? Aujourd'hui, on peut dire on a 4 pilotes qui peuvent rêver au titre. C'est Gonzalez, Canet, Moreira et Baltus. Baltus qui est à 45 points de Gonzalez. Alors pour Baltus, même s'il a enchaîné quand même quelques podiums, il en a fait déjà 5. Il a toujours pas de victoire. Donc bon, je pense que ça va quand même être un peu difficile pour lui. Mais derrière, on sait qu'il y a... si un pilote, que ce soit Moreira, Canet, Gonzalez, ils peuvent t'enchaîner 3 ou 4 victoires de suite. Ou 3 victoires, une deuxième place. Et si tu fais ça, tu fais des gros, tu marques des gros points, tu peux vite passer en tête, hein. Donc, ça va être très intéressant pour cette fin de saison. Surtout que ce soit Gonzalez, il a jamais joué un championnat Moto2. Canet,
Alors depuis la saison dernière, il gagne, mais quand même, il nous a souvent habitués à faire des erreurs ou à ne pas réussir à gagner. Et puis là, on a un Morera, on va dire, qui est un peu en pleine bourre. Donc ouais, non, ça va être super intéressant pour les 9 derniers Grands Prix. Tout à fait d'accord. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut revenir sur les rookies, Olgado, Alonso. Ouais. Voilà, qui ont fait des bonnes courses et qui sont aussi, on peut aussi noter Ortola et Wehrer. Ouais, bah c'est vrai que Olgado en début de saison, il était quand même largement au-dessus des autres rookies. Il jouait, on va dire, les top 10 sans problème, voire top 5, il était proche de la 5e place. Ensuite, il a quand même eu un gros passage à vide où il a marqué un seul point en 5 courses. Et là, Bernot il termine 4e. Deuxième ici pour son premier podium en Autriche. Donc là, on a l'impression qu'il est reparti en avant. Alonso qui aurait pu faire aussi podium, qui fait une super course, malheureusement en poussant un peu trop, il chute. Mais Alonso était peut-être parti pour revenir et gagner la course. Et puis comme tu dis, Ortola il termine 6e. Lui aussi on n'entend pas du tout parler cette saison. Mais là depuis 2-3 courses, il est pas trop mal en fait. On arrive à le voir un peu dans le top 10. Et puis Colin Veyer, 8e. Alors lui c'est vraiment son meilleur résultat. Depuis ses débuts de saison, il galère quand même pas mal. Il a du mal à marquer des points. Donc bon, là, marquer 8 points pour lui, c'est bien. Ouais, après voilà, Wehrer, voir s'il confirme. Non, voilà, lui je pense que c'est plus. Ouais, c'est plus un one shot, mais au moins voilà, c'est bien. Enfin, c'est positif pour lui parce qu'on a vu l'année dernière des pilotes comme Masia, Sasaki, qui étaient aussi rookies, ils n'ont pas marqué un seul point ou 2-3 points dans la saison. Tout au long de la saison, ils n'ont pas réussi à faire un résultat. Donc là, Veiller, on peut dire, allez, peut-être que c'est parti pour lui, ça peut lui donner un peu confiance. Et même s'il fera pas top 10 à toutes les courses, mais réussir à se battre régulièrement pour les points, progresser en fait, ce serait déjà bien. Totalement d'accord. Je pense qu'on a fait le tour de cette catégorie. C'était assez complet. La course était intéressante aussi. Franchement, cette saison, on a beaucoup de chance sur le Moto 2. Je le redis. Ça mérite qu'on y jette un coup d'œil si vous vous intéressez surtout aux rookies qui seront probablement nos MotoGP l'année prochaine comme Morera et on l'a dit, Gonzalez. Et est-ce que pour le MotoGP, là aussi, on a beaucoup de chance pour cette saison avec le spectacle? Alors, écoute, il y a deux écoles et moi, je suis partagé entre les deux écoles. D'un côté, je me dis, ce qu'on vit, c'est extraordinaire qu'un athlète surpasse sa discipline comme ça. C'est ce que je disais sur le WhatsApp tout à l'heure, comme un Phelps pour la natation ou un Jordan pour le basket. Je veux dire, à un moment donné, on assiste à quelque chose d'incroyable. Mais d'un autre côté, je comprends que les gens puissent se dire je m'ennuie quand on regarde une course parce qu'on sait déjà qui va gagner en fait. Ouais. Et de loin. Voilà. Ouais. Imagine, tu mets Marquez en Superbike ou en Super Sport. Combien de courses il gagne? Combien d'avance? Heureusement que pour Agostini qu'on a plus le droit de concourir dans plusieurs catégories en même temps et s'engager dans plusieurs championnats du monde parce que sinon toutes les catégories de vitesse, Marquez il les roulerait tous les week-ends. Et il serait capable de gagner les 3 courses du week-end. Totalement. Alors là, j'ai aucun doute. Même le moto, il est capable. Imagine sur la Harley Davidson l'année prochaine. Alors là, c'est intéressant parce que peut-être que c'est clairement pas le bon gabarit pour ce type de moto. Ouais, mais alors j'en suis sûr qu'il en serait capable et qu'il pourrait bien s'amuser et qu'il serait capable de gagner. Allez, on repart sur les infos MotoGP, pardon. Chantera toujours convalescent après sa grosse blessure récoltée à l'entraînement début juillet. On le rappelle, il n'est pas remplacé, mais il sera remplacé au Grand Prix de Hongrie par Aleix Espargaro. On a Viñales qui était annoncé de retour ainsi que Morbidelli, mais Viñales a été déclaré finalement inapte après le samedi matin. Il avait trop mal à son épaule. Il sera aussi absent en Hongrie. Je crois que KTM va peut-être le faire remplacer par Paul Espargaro. Ouais, normalement, confirmé. Ouais. En qualification, donc on a Bastianini et Bezzecchi qui sortent de la Q1. Quartararo est dans le dur avec seulement 5e de cette Q1. Il partira donc 15e.
En Q2, on a Bezzecchi en pole devant Alex Marquez et Bagnaia. Marc Marquez seulement 4e suite à une chute à 4 minutes de la fin. En course sprint, donc on peut dire qu'il y a le gros moment marquant de cette course, c'est le départ. Donc on a Pecco Bagnaia qui patine et qui part sur sa gauche alors qu'il était à l'intérieur puisqu'il partait, comme j'ai dit, 3e. On a Bastianini et Morbidelli sont tout proches de le percuter. On a Aldeguer qui partait 6e également, donc aligné avec Bagnaia qui a le même problème. C'est assez impressionnant. Les deux pilotes perdent énormément de position, mais heureusement, pas d'accident lié à ces deux départs manqués. Pecco se retrouve 14e au premier virage. Devant, on a Alex Marquez qui a pris la tête devant son frère et Acosta qui a fait un bon départ. Comme souvent, Marc attend et quand il sent qu'il peut partir, il va doubler sans difficulté son frère et creuse rapidement un petit écart de 3/10. On reverra plus Marc, je crois qu'après la course, il a dit qu'il se sentait mieux quand les pneus commençaient à se dégrader et c'est pour ça qu'il accélérait un peu à ce moment-là. Donc victoire de Marc Marquez devant son frère Alex Marquez et Pedro Acosta qui enchaîne lui un 3e podium consécutif après les deux de Brno. Bezzecchi, belle surprise 4e sur un circuit qui ne convient pas d'habitude à l'Aprilia. Binder, très très bon 5e, sa meilleure course de la saison et de très très loin, même son meilleur week-end de la saison. Aldeguer remonte bien, va terminer 6e. Deuxième fait marquant de la course, c'est une catastrophe pour Bagnaia qui va abandonner suite à un problème de pneus ou de réglage de moto après 3 tours. On l'a vu complètement en perdition sur des gros guidonnages, à ne plus pouvoir piloter la moto dans des conditions correctes, on va dire en sécurité. Voilà pour la course sprint. Un peu comme course sprint, on peut dire un peu ce qu'on a l'habitude de voir. Marc Marquez qui, on va dire, attend un petit peu, puis dès qu'il passe en tête, il gagne. Et derrière, c'était vraiment une course sprint un peu habituelle. Le seul truc qu'on n'avait pas l'habitude de voir, c'est que Bagnaia doit abandonner suite à un problème, comme tu dis, sur la moto. Mais c'est vrai que c'était pas non plus la plus belle course sprint de la saison. Assez d'accord avec toi. En course Grand Prix, pas grand chose à dire. Enfin, si, on peut noter la course catastrophique de Bagnaia qui était bien parti et qui nous a offert un duel avec Marc Marquez sur un gros tour. Malheureusement, après avoir longtemps été dans les places pour le podium, il va à la mi-course rétrograder jusqu'à franchir le drapeau à damier 8e. Qu'est-ce qu'on peut dire d'autre? La moto de Fabio Di Giannantonio a pris feu après avoir coulé, je pense, une soupape ou mis de l'huile, en tout cas. Non, pas de l'huile, je pense, mais en tout cas, il avait perdu du fluide et on avait une grosse fumée blanche. On a une chute de Jorge Martin qui ne l'a malheureusement pas blessé. Et on a les 4 Yamaha qui finissent aux 4 dernières places, donc 15, 16, 17 et 18. Voilà, donc victoire de Marc Marquez avec Aldeguer, podium, 2e position, qui a fait une superbe remontée. Marco Bezzecchi, qui a longtemps mené la course, finit sur le podium 3e. Pedro Acosta, 4e, suivi par Enea Bastianini, 5e. Joan Mir, 6e. Brad Binder, 7e. Donc plutôt également un beau tir groupé des KTM. On va y revenir. Qu'est-ce que tu as pensé de cette course? Course assez intéressante malgré tout. Début de course, comme tu dis, sympa entre Marc Marquez et Bagnaia. Bagnaia, on pouvait se dire, allez, il peut quand même tenir au moins le podium. Et finalement, il nous fait une Miller, c'est-à-dire sur les 5-6 derniers tours, il coule complet. Les KTM qui étaient bien, KTM qui était pas trop mal. Un Bezzecchi où on a cru un moment, on s'est dit, allez, ça y est, là on va avoir une belle baston face à Marc Marquez. Alors ça n'a pas duré longtemps, mais au moins il a quand même tenté quelque chose. Maintenant, Marquez est quand même au-dessus, donc Bezzecchi pouvait pas non plus trop en faire. Et puis Aldeguer qui sur la fin de la course quand même nous fait une super fin de course. Il nous a quand même habitués assez souvent maintenant à faire des belles fins de course. Oui. Et puis sinon Yamaha, mais ça on va en parler.
assez d'accord avec ton analyse. C'était plutôt une course intéressante, même si effectivement le résultat, on le connaît devant, mais c'est plutôt pour le podium du championnat finalement que c'était intéressant, dans le sens où bon, Marc Marquez est intouchable, mais derrière Alex Marquez et Bagnaia se ratent. En sachant qu'Alex Marquez a dû faire un long lap, hein, évidemment, on l'a pas dit, mais ça joue forcément dans sa course. Mais on a Marco Bezzecchi du coup qui revient bien derrière eux au général, suivi par Morbidelli et Didier Antonio. Acosta 7, Aldeguer 8, Zarco 9, Quartararo 10e du championnat. Allez, on commence la discussion post-course avec les Ducati. Première victoire de Marc Marquez au Red Bull Ring, puisqu'il a longtemps été prévu de victoire ici. C'était un peu la chasse gardée des Ducati ou des KTM. Et 10e victoire pour Ducati sur un même circuit, c'est une première. Le record avant était justement 9 victoires au Qatar ou au Red Bull Ring. Donc là, c'est la première fois de l'histoire de Ducati qu'ils ont 10 victoires sur un même circuit. Est-ce qu'on parle... Qu'est-ce qu'on parle ? On parle de Pecco peut-être, un week-end à oublier, même si ça commençait bien, puisqu'un vendredi avec une bonne FP1, une qualif correcte avec la 3e position sur la grille, mais 2 courses à oublier catastrophiques. Bah, en fait, Pecco, t'as vraiment l'impression que cette saison, rien ne va lui réussir. Là, le départ de la course sprint, déjà pendant les essais, lors des essais de départ, il a fait la même. Il a failli il a déjà bien glissé. Là, c'est quand même, ça aurait pu être très dangereux. Heureusement, personne ne percute, il chute pas. Parce que là, si tu tombes, alors que t'as tout le monde qui est lancé derrière toi, bon, c'est quand même pas très bon. Et en fait, là, même la course, après, il fait un bon départ. On a l'impression vraiment qu'il tente, est-ce qu'au fond de lui, il sait que ça va pas durer, donc il dit, allez, on tente le tout pour le tout quand même pour essayer de se montrer et dire que je suis là. Mais malheureusement derrière, comme tout à l'heure je dis, il nous fait une Miller, donc la deuxième partie de course est catastrophique. Le samedi, il est obligé d'abandonner avec un problème de pneus. On a l'impression qu'en fait, rien ne va cette saison. C'est ça en fait qui est difficile. Et après, ce qui pour moi était une des images qui est super difficile pour lui, c'est après la course, on voit Marc Marquez avec tout le team là devant le box à danser, à chanter avec la musique. Et le box de Pecco qui est fermé, et tu te dis Pecco en fait il est là derrière, et il voit l'autre à côté qui rigole, qui danse, surtout les frères Marquez sont toujours en train de danser et chanter. C'est ça en fait qui doit être difficile, parce que là tu te demandes ce qui t'arrive. Je suis assez d'accord avec toi, je pense que psychologiquement ça va être très dur à supporter pour Pecco, et surtout le fait de pas avoir de réponse sur le manque de performance du package global, donc c'est lui et sa moto, savoir ce qui ne va pas. Après que il a vraiment l'air perdu, et quand il dit j'aimerais bien avoir des réponses parce que je perds patience, c'était sa déclaration choc après course. Je pense pas qu'il pointe du doigt une responsabilité unique du côté Ducati, hein. Je pense que il aimerait juste avoir une réponse, et si la réponse c'est tu dois freiner autrement et de telle manière à ce que ça marche, je pense qu'il est suffisamment intelligent pour essayer de changer son pilotage. Mais là, j'ai l'impression qu'il a juste aucune réponse sur quelle est l'origine du problème. Ouais, et puis... Que ce soit mécanique, électronique ou pilotage. Et du coup, ça doit être dur à vivre. Non, mais en fait, je suis d'accord avec toi, mais de toute façon, si on reprend, en fait, depuis le début de saison de Pecco, ça se passe mal. D'entrée déjà avec la GP24, GP25, lui, il aurait peut-être bien voulu garder la GP24. Et en fait, tu te dis, si tu lui avais laissé la GP24, où est-ce qu'il serait? Et je pense que même si au début, il s'est dit, allez, bon, tant pis, je vais faire avec la GP25, je vais m'adapter, je vais adapter mon pilotage. Et en fait, là, peut-être aussi qu'au bout d'un moment, il se dit, putain, mais en fait, pourquoi je continue à rouler avec cette moto? J'aurais la GP24, je m'en sortirais mieux. Et c'est peut-être là aussi où c'est difficile pour lui, c'est que tu te dis, tu vois qu'il y a un Alex Marquez te bat quasiment à toutes les courses. J'ai rien contre Alex Marquez, mais bon, c'est quand même pas le même niveau que Bagnaia. Tu te fais battre par un Aldeguer qui a aussi une GP24, et je pense qu'en fait c'est qu'aujourd'hui là et notamment cette déclaration, parce que bon, Bagnaia c'est quand même pas le pilote grande gueule qui fait des déclarations souvent de ce style-là, et là en fait c'est peut-être un peu un ras-le-bol, quoi.
Et j'ai peur pour lui que la deuxième partie de saison soit très très longue et très difficile. Effectivement, moi je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Je pense qu'il aurait fait beaucoup mieux avec la GP24. Il serait probablement, c'est qu'une opinion, et personne ne pourra le savoir, deuxième du championnat. Je pense que Marc Marquez, que ce soit avec une GP24, une GP25 ou une trottinette Ducati, il serait devant. Il serait devant de toute façon. Il vit juste sur une autre planète, cet homme. Mais voilà, qui serait en tout cas Pecco avec une GP24, je pense qu'il serait devant Alex Marquez. Ou en tout cas pas autant en difficulté week-end après week-end. On va peut-être pas faire un épisode dédié à Pecco. On peut citer du coup Aldeguer qui lui a pris en main cette moto, cette équipe et qui fait les performances excellentes pour un rookie, hein, on le rappelle. Ouais, alors Aldeguer, moi c'est pas trop une surprise en fait. Je me disais depuis le début de saison ou même fin de saison dernière, hein, que Aldeguer de temps en temps le verrait peut-être faire un ou deux podiums. Bon, il en avait fait un au Mans sous la pluie. Là, c'est la régulière sur le sec. Après, bon, il a fait quelques petites erreurs. De temps en temps, il va être vers la 10e place. Maintenant, on voit quand même qu'il est quand même plus ou moins proche de la 5e place que de la 10e place. Et là, c'est seulement son 13e Grand Prix MotoGP. Maintenant, il pourrait devenir, ça me surprendrait pas s'il devient le 3e pilote Ducati derrière Marc et derrière Bagnaia. On va dire sur les résultats. Ouais. Le résultat d'Aldeguer me fait penser à un truc là. Bon, on n'en est pas encore là, mais enfin, il est à 23 points de DJ et Morbidelli, qui sont 5 et 6 au général. Est-ce que c'est pas une catastrophe pour la VR46 qui est censée être le team B Ducati de voir Alex Marquez et Aldeguer faire jeu égal ou faire mieux que eux, quoi. Ouais, et puis surtout, autant VR46, ils sont quand même très irréguliers. Enfin, de temps en temps, alors au début de saison, ça allait bien, mais là, ça fait 3-4 grands prix. Enfin, Allemagne, République Tchèque, Autriche, c'est une catastrophe pour les deux pilotes. Bon, Morbidelli en plus était blessé. Mais c'est vrai que là, Di Giannantonio, il a marqué 8 points en 3 courses. Ouais, c'est quand même pas bien bon, hein. Et du coup, c'est quoi le problème? Didia, on va dire que c'est comme Pecco, c'est la GP25. On lui donne cette excuse. Mais Morbidelli, c'était pas... Il y a eu des gros trous d'air aussi. Hein, non, Morbidelli, je pense que c'est aussi le niveau du pilote. C'est un bon pilote. Maintenant, c'est aussi, on a un Bezzecchi qui quand même fait maintenant une bonne... qui est toujours dans le top 5. Un Aldeguer aussi qui arrive à jouer les top 5. Alex Marquez, Bagnaia aussi. Donc Morbidelli, en fait, il profite quand t'as des erreurs des autres pilotes, il peut faire 4e, 5e. Maintenant, quand tout le monde est sur ses roues, Morbidelli, il est derrière, il peut même être derrière un Acosta. Un Acosta, quand il est en forme, sur un circuit qui correspond bien à la KTM, il termine devant Morbidelli, c'est pas surprenant. Donc je pense plus que, en fait, c'est ça. Et surtout, pour moi, ça montre que Ducati, autant début de saison avait quand même pas mal d'avance, autant aujourd'hui, que ce soit Morbidelli, Di Giannantonio, bon, ils ont quand même un peu plus de mal. Un Alex Marquez avec son long lap, il ressort 12e ou 13e, il termine 10e, donc au final, il arrive quasiment pas à remonter. Donc en fait, ça te montre qu'aujourd'hui, la Ducati n'est pas si dominatrice que ça, sauf avec Marc. On est d'accord d'ailleurs, bon, on n'a pas salué, on n'est pas revenu sur sa performance à Marc Marquez, ça fait 6 week-ends de suite, hein, qui prend les 37 points, je sais pas qu'est-ce qu'on peut dire de plus, si, il a raté la pole et il a pas eu le meilleur tour en course cette fois-ci, mais à part ça, bon. Rien d'autre à dire, on dit la même chose à toutes les courses, donc voilà. On va passer à Honda. Ouais, j'avais un truc qui m'est venu à l'esprit, peut-être juste pour conclure. Il me semble que dans le contrat d'Aldeguer, donc il montait cette année chez Gresini avec une 2024, une moto de l'année précédente, mais il me semble que l'année prochaine, il devait avoir une moto usine, donc la GP26 en théorie. Ce serait intéressant de voir si c'est toujours chez Gresini ou si peut-être on le met chez VR46. Oh, moi, je pense que ça sera tout le temps chez Gresini. Ouais. Je pense que Ducati va pas prendre le risque de le changer d'équipe. Enfin, ça se passe bien chez Gresini. Pourquoi le changer?
Bah, si c'est le Team B, c'est censé... oui, mais bon, après, on sait... Voilà, à voir ce que va décider Ducati. Yes. Et puis, bah, du coup, on peut enchaîner avec Honda. Faut féliciter la prestation de Mir, qui n'a pas chuté sur aucune des 2 courses, et que personne ne l'a mis par terre également. 6e en Grand Prix, meilleur résultat depuis 1 an et demi. J'ai plus son résultat en sprint, mais il me semble que c'était pas non plus catastrophique. Donc non, mais Mir il fait quand même une belle course, et en fait il est au niveau auquel il est un peu plus ou moins depuis le début de saison quand il a pas de problème. Parce que souvent Mir on s'est pas mal moqué de lui, il est tout le temps par terre, d'accord, mais quand il chute, il était pas 15e. Il est plus souvent vers la 9e place. Donc c'est pour ça, en fait, là, enfin, ça tourne dans son sens. Et tant mieux pour lui, parce que c'est quand même un bon pilote. Donc, et lui aussi, après, avec la confiance, peut régulièrement jouer vers la 8e place. Je suis assez d'accord avec toi. Souvent, il en fait trop, et du coup, il va aux limites de sa machine et il chute. Bon, après, la malchance, quand c'est les autres qui le font tomber, c'est pas de chance, mais voilà. Là, effectivement, il a réussi à maintenir le bon niveau de performance, et il a profité des erreurs des autres, et il fait un excellent résultat. Je crois que c'est son meilleur résultat depuis l'Inde 2023. Ouais. À confirmer, parce que ça peut rester qu'épisodique. Et dans leur coin, Marini et Zarco plus quelconque, même si Zarco avait fait plutôt une qualif correcte avec une Q2 directe, il me semble. C'était plus difficile en course. Ouais, bah Zarco, depuis quelques courses, en fait, on sait pas trop à quoi s'attendre avec lui. Enfin, lui non plus ne sait pas trop à quoi s'attendre. Ok, il peut jouer la 8e place, il peut se retrouver 13e. Maintenant, est-ce que c'est pas le vrai niveau de la Honda, aux alentours de cette 8-10e place? Alors de temps en temps, ça sera Zarco qui sera devant, d'autres ce sera Mir. On a un Marini qui est quelconque aussi sur cette course. Après, ça nous montre quand même que Honda n'est pas non plus soigné, malgré la victoire de Zarco en France et son podium la course suivante en Angleterre. On est d'accord. Peut-être que Chantra, quand il va revenir, va... Peut-être. Non. Peut-être. Allez, en plus, j'avais une règle et je suis en train de la casser, ça me saoule, c'était de pas critiquer les performances des rookies. Et voilà, faut que j'arrête. Yamaha, c'est la cata, oui. Et il termine dans les 4 derniers. Tout le week-end était catastrophique chez Yamaha. Donc, il faut savoir qu'il y a un composé spécial de pneus Michelin qui est spécifique à ce tracé, qui nécessite énormément de traction, donc qui nécessite une carcasse de pneus rigide, avec un composé donc de pneumatique spécifique. Ce pneu n'est amené nulle part ailleurs, et visiblement la Yamaha déteste ça, ou en tout cas ils ont été les seuls qui n'ont pas trouvé les réglages qu'il faut avec ces pneus pour passer la puissance au sol. Quartararo chope un point. Et à part ça, je sais pas quoi dire. Ils chopent un point parce que ils sont 19 à terminer et les 3 derrière, c'est ses coéquipiers. Mais c'est le moins mauvais des 4. Mais là, non. Après, en fait, il suffit de regarder la réaction derrière l'interview de Quartararo derrière. En fait, il en sourit. Parce que là, bon, ça sert à rien de critiquer. De toute façon, voilà, tu passes à la course suivante, celle-là, t'oublies. Faut espérer que ça n'arrive plus trop. D'avoir ça sur les prochaines courses, parce que là et après ce qui est terrible, c'est qu'en fait les 4 pilotes sont plus ou moins, on va dire, au même niveau, n'y arrivent pas. Alors bon, Quartararo termine à 25 secondes, Rins à 30 secondes, Oliveira à 34 secondes, Miller 37 secondes. Et Ogura, qui termine juste devant Quartararo, termine 7 secondes devant. Donc en fait non, c'est vraiment comme tu dis, voilà, ils avaient un problème de pneus sur cette course-là, on oublie. Est-ce que c'est la faute du moteur 4 en ligne V4, enfin ce que vous voulez? Non, cette course-là, faut oublier pour Yamaha. Faut seulement espérer pour eux que ça soit pas récurrent, parce que sinon ça va être très très difficile, même pour garder la motivation des pilotes. Ouais, et justement, typiquement, c'est le genre de course, même si on se dit, voilà, cette fois c'est à côté, il n'y a rien à en tirer, et c'est pas
c'est pas révélateur du reste de la saison. Il y a quand même des esprits qui gambergent. Est-ce que surtout là, plein milieu d'année après le retour de la trêve estivale, est-ce que c'est pas le genre de choses qui peut faire gamberger un Fabio Quartararo et tout lâcher pour l'année prochaine, quoi. Ouais, bah après il a encore un contrat, c'est difficile. Maintenant c'est vrai, on a l'exemple Marc Marquez qui a quitté Honda pour aller chez Gresini sur une moto privée dans une équipe privée sans argent, enfin voilà, qui a tout laissé tomber. Ou Vignales, hein. Ou Vignales. En effet, maintenant Quartararo pour aller où? En fait, ce qui est embêtant, c'est qu'Yamaha, malgré tout, ils font quand même 4 pole positions cette saison. C'est pas non plus comme s'il terminait 15e à toutes les courses. Ouais, il a du mal sur certaines courses sur la durée, mais il est pas non plus à 3 secondes au tour, si on enlève cette course-là. Cette course-là, en fait, on peut dire, ça rappelle un peu à l'époque quand t'avais Bridgestone, Michelin. T'as des courses, Bridgestone était à la rue complète, des courses c'était Michelin, et que ce soit Rossi, Pedrosa, Lorenzo, ils pouvaient rien faire avec quand c'était pas la bonne course. Donc là, on peut dire ça pour cette course-là. Mais pour Quartararo, en fait, tout quitter, non, je pense pas que ce soit la bonne idée, parce que autant Marquez il a pu le faire, mais bon, c'est Marquez aussi, on a vu tout ce qu'il a fait par le passé. Quartararo, ça pourrait très bien finir un peu aller ailleurs, faire un peu comme un Joan Mir, hein. Partir dans un mauvais mood où ça se passe mal, enfin voilà. Donc là pour le moment essayer de rester positif en se disant allez, ça va aller mieux la prochaine course. Essayer de se dire on a fait 4 pole positions, on a quand même fait un podium, on a réussi à se battre certaines fois pour en Angleterre on aurait dû gagner. Oui. On a réussi à se battre pour des 5e places, même si des fois sur la fin de course c'était plus difficile, mais on a tenu au moins les deux tiers de la course dans le top 5. Enfin voilà, c'est essayer de rester comme ça. Assez d'accord avec toi sur cette conclusion. On peut passer chez KTM. Donc c'est vrai qu'on s'est d'une marque qui semble en progression depuis quelques courses. On a Acosta qui a mené la charge, on va dire, pour la marque, mais on a aussi vu un peu avant ça c'était Vignales. Là malheureusement il est pas présent ce week-end, mais on a Bastianini et Bieder qui ont retrouvé des couleurs. Est-ce que c'est au contraire de l'effet Yamaha, c'est l'effet Red Bull Ring positif pour la marque, ou est-ce que ça va perdurer? Parce que là, clairement, ils jouaient aux avant-postes, peut-être avec des meilleurs qualifs. Ils pouvaient tous jouer le podium, hein, que ce soit Binder ou Bastianini. Ouais, bah là, sur ce circuit, j'ai envie de dire, c'est l'inverse de Yamaha, peut-être. Peut-être que le circuit leur correspond bien. Maintenant, Pernod c'est bien passé pour Bastianini et pour Acosta. C'est pour ça, après, peut-être que KTM aussi, aujourd'hui, ils ont un peu progressé. Les pilotes sont aussi en confiance. Et donc ils peuvent continuer, on va dire, dans cet état d'esprit-là, être régulièrement dans le top 6, top 7. Un Binder qui réalise sa pire saison en MotoGP, là il se battait quand même pour la 6e place. Donc ça aussi c'est quand même bien pour lui. Donc la Hongrie peut être intéressant quand même pour les KTM. Nouveau circuit, tout le monde va le découvrir. Tout le monde part un peu de zéro sur ce circuit. Ouais, ça peut être bien pour KTM. J'espère pour eux, effectivement, c'est bien d'avoir de la concurrence devant. Et on passe pour finir à Aprilia. Pareil, Aprilia qui on sent un vent de fraîcheur et des développements qui ont amené beaucoup de vitesse sur cette moto. Donc on a un Bezzecchi qui ne lâche plus les avant-postes. C'est le meilleur pilote et de loin après les Ducati, on va dire. Martin un peu plus en difficulté peut-être. Ogura moyen, mais bon, c'est un rookie, il revient d'une grosse blessure et on va dire psychologiquement c'est difficile, il était en plein doute. Et enfin Rolf Fernandez qui revit au moment où on reparle des histoires de contrat, c'est un peu toujours la même chose avec lui. Ouais, Bezzecchi aujourd'hui, j'ai envie de me dire, est-ce que c'est pas l'adversaire numéro 1 de Marc Marquez? Le seul qui peut battre Marc Marquez à la régulière. Depuis quelques courses, quand même, on peut se poser la question. Il joue toujours devant, hein, quand même, il est tout le temps là. Hein.
Ouais, si on pense que Bagnaia clairement pas dans le rythme pour pouvoir le faire, on est d'accord. Alex Marquez pourrait le faire, mais on sait qu'il y a cette histoire de manque d'agressivité parce que c'est son frère, etc. Ce que je comprends sans le valider, je le comprends, hein, ça me choque pas. Donc Bezzecchi, oui, c'est le seul pour moi qui peut jouer ça et rester agressif. Ouais, et puis un Alex Marquez aussi, c'est sa première saison où il joue devant. Tiens, Bezzecchi, on sait qu'il est capable de gagner, de faire des podiums, de se battre, on va dire, avec les autres pilotes pour les victoires, pour les podiums. Donc c'est pour ça que Bezzecchi, quand même, pour moi, c'est vraiment la bonne surprise là depuis quelques courses. Comme tu dis, Martin, ouais, plus en difficulté qu'Aberno, là, quand même, c'était bon, il chute d'accord, mais il aurait pas fait mieux que 12e. Donc là, c'est vrai que ça a été un peu plus difficile. Autant Berno, on avait été quand même assez surpris en bien. Autant là, bon, c'était un peu, plus dur à voir ce que ça va donner en Hongrie. Ogura, bon, comme tu dis, moyen, à son niveau, comme depuis plusieurs courses, on va dire. C'est plutôt le début de saison qui était largement, qui était vraiment excellent. Maintenant, il est plus, je pense, à son vrai niveau, et au vrai niveau aussi de la moto. Et un Raúl Fernandez, qui a quand même joué devant une partie du week-end. C'était sympa de le voir là. Raúl quand même qui, pareil, on l'avait déjà dit dans d'autres épisodes, mais maintenant il termine quasiment tout le temps dans le top 10. Donc malgré tout, faut reconnaître quand même que Raúl Fernandez a progressé, parce que là il reste sur 6 courses de suite dans le top 10. Lui qui quand même avait énormément de mal à terminer dans le top 10 les saisons précédentes. Ouais. Non, mais je pense que chez Aprilia, ils ont trouvé un truc sur la moto. Un réglage, un développement. Et avec cela, ils avaient vraiment poussé dans le bon sens. Bezzecchi en tire le meilleur. Clairement, c'est pas Bezzecchi qu'on voyait pilote numéro 1 de la marque cette saison. On pensait forcément à Martin. Écoutez, franchement, c'est bien. Je pense, moi, que Raúl et puis Bezzecchi, en fait, ils sont dans un bon état d'esprit. Ils sont en confiance. Et en fait, donc, ça va bien pour eux. Parce que bon, après, on sait bien, on le dit souvent, hein, c'est quand même beaucoup, ça se joue quand même souvent dans la tête. Enfin, quand t'es pas du tout en confiance, rien ne va. Et c'est vrai que Raúl Fernandez, en ce moment, ça va bien. Bezzecchi aussi. Ogura, bon, c'est un peu plus difficile. Et puis après, bon, on a le cas Jorge Martin, où là, c'est différent. Lui, on peut pas trop le juger après 2 courses seulement. Bah écoute, totalement d'accord avec toi. Je pense qu'on a fait le tour de tout ça. Donc c'est tout pour nous pour aujourd'hui. C'est un back-to-back, donc on va se retrouver dès le week-end prochain pour le Grand Prix de Hongrie sur le tracé du Balaton de Parc que l'on ne connaît pas, en tout cas en MotoGP. Ce sera une grande première. D'ici là, vous pouvez nous retrouver sur tous nos réseaux sociaux. Vous connaissez tout ça. Et c'était un plaisir de faire cet épisode avec toi, Thibaut. On a une pensée pour Gweno qui a peut-être fini de coucher ses enfants à cette heure-ci. Et puis, à très bientôt tout le monde. Salut. Ciao, ciao.